Play, pause, learn. Filmer le savoir, raconter l'apprentissage. Le podcast Digital FCU sur l'image et la pédagogie. Donc bonjour à tous et merci d'être présents pour ce numéro 4 de Play, Pause, Learn, qui est le podcast du GTAVM de Digital FCU. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Solène Reynaud, réalisatrice audiovisuelle et multimédia, coordinatrice de l'équipe vidéo du service ICAP de l'Université Lyon 1. Elle est également la créatrice et animatrice du réseau audiovisuel de l'enseignement supérieur à Lyon, qui porte le doux nom de Ravel. Solène, bonjour et merci d'être présente. Bonjour Philippe. Comme nous le disions un peu auparavant, tu es réalisatrice audiovisuelle pour l'Université Lyon 1. Tu as également un profil d'ingénieur pédagogique puisque tu as suivi une formation dans ce domaine. Et naturellement, tu étais l'invité idéal pour évoquer dans ce Play, Pause, Learn les podcasts audio en tant que support pédagogique. Ma première question est très simple. Peux-tu nous présenter ton profil complet, la structure dans laquelle tu exerces à Lyon 1, ses missions? Et puis, c'est ce qu'on va évoquer beaucoup par la suite, les productions que tu es amené à réaliser pour ICAP. Eh bien, du coup, moi, comme tu l'as dit, Philippe, j'ai une double compétence. Donc, je suis réalisatrice audiovisuelle et multimédia. Donc, je suis écriture, tournage, montage, diffusion de tout support multimédia. Donc, on va vidéo, podcast, visio virtuelle. C'est très diversifié ce qu'on produit dans mon service. Et donc, je travaille au sein du service ICAP, qui est le service d'innovation pédagogique de Lyon 1. Voilà, et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai la double compétence. À la fois, je suis vidéaste et à la fois, j'ai repris des études d'ingénieur pédagogique. Donc, j'ai vraiment la double compétence qui me permet d'accompagner les enseignants à la réalisation de ressources ou de le réaliser moi-même. C'est ce qu'on va voir un peu au fil de nos échanges aujourd'hui. Et voilà, donc au sein du service ICAP, ça fait une quinzaine d'années que je suis là. On réalise, donc les enseignants déposent des projets sous forme d'appel à projet et nous, on réalise ces ressources. Donc, ils travaillent en amont avec les ingénieurs pédagogiques et les conseillers pédagogiques sur la restructuration de leur enseignement, sur la refonte, l'ingénierie pédagogique. Et nous, on arrive après ou de concert en même temps pour créer les ressources. Et donc, ces ressources, ça peut être des vidéos, ça peut être des interviews d'experts, des vidéos de manip de TP. On a fait, par exemple, je sais pas, la dissection de l'escargot, l'extraction de l'ADN de la mouche, des choses comme ça, assez rigolotes. On fait aussi des courts-métrages avec les étudiants. Dans le cadre du haut de com ou des choses comme ça, on a fait des projets de sensibilisation sur le plagiat, sur le droit d'auteur, des choses comme ça. Et on a aussi, et de plus en plus, on fait des vidéos un peu décalées ou pour sensibiliser, pour faire réfléchir des étudiants à certains sujets, à des postures, par exemple, du praticien, comment il se doit comporter le médecin vis-à-vis de son patient pour arriver à avoir le bon diagnostic, donc arriver à faire changer le comportement de l'étudiant et le faire grandir dans ces aspects-là. Donc là, la vidéo, elle est très intéressante. Donc ça fait des années qu'on le fait et puis on travaille bien là-dessus. Et depuis 5-6 ans maintenant, je fais, dans mon équipe, je suis un peu plus spécialisée en podcast. Et du coup, voilà, ça fait plusieurs séries que je sortis. Là, je suis en train d'en sortir une dernière sur les troubles du neurodéveloppement à l'université. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent un peu à cœur et dont on va pouvoir détailler un peu là aujourd'hui. On fait aussi des visites virtuelles. Ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup à l'université. Typiquement, une salle de TP en chimie où les étudiants, avant de venir en salle de TP, en fait, ils peuvent visiter en virtuel les différentes expériences qu'on peut y faire, découvrir le matériel. Enfin, voilà, c'est des choses aussi qu'on propose dans mon service et que je peux être amenée à faire. Alors ça, c'est la partie accompagnement, création de ressources. Et du coup, j'ai aussi une autre casquette qui est la formation. Je fais partie du plan de formation d'ICAP. Et avec mes collègues vidéastes, on a créé plusieurs ateliers. Donc, ce qui peuvent nous intéresser aujourd'hui, on a dynamisé ces enseignements avec la vidéo et les podcasts, par exemple, où je travaille, on le fait à deux avec un conseiller pédagogique, Basile Bailly. Et puis, on a des ateliers plus techniques, typiquement tourner une vidéo avec son smartphone ou alors justement créer son premier podcast. Et donc, on accueille les enseignants sur 3 heures, 3 heures et demie pour leur faire tourner, typiquement créer son premier podcast. Et on travaille un peu l'écriture la structure d'un podcast, qu'est-ce que c'est. Et puis, on va jusqu'à passer en studio et on les fait passer devant le micro avec une relecture bienveillante de chacun les uns les autres pour progresser aussi sur l'adresse micro. Si j'ai bien compris, dans le cadre de la production de podcasts pédagogiques, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, tu peux être amené à connaître 2 types de situations. La situation où tu accompagnes dans la réalisation les acteurs pédagogiques, donc enseignants ou ingénieurs pédagogiques, et celle peut-être un peu plus schizophrène où tu es à la fois les 2 côtés d'une même médaille dans la conception pédagogique et la réalisation audiovisuelle. C'est simple de passer de l'un à l'autre? Oui, c'est très facile. Non, ça demande un petit exercice. Après, l'accompagnement, même si c'est pas moi qui réalise le podcast, dans tous les cas, on part toujours des mêmes questionnements, en fait, qui est de base de définir le cahier des charges et les objectifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les objectifs, OK, qu'est-ce que je veux que l'étudiant retienne à la fin de mon cours?
qu'est-ce qu'il veut qu'il soit capable de faire après cet atelier, cette formation. À partir de là, on décline, OK, quelles ressources je vais faire. Et en fait, à partir de là, nous, ce qu'on travaille un peu le travail un peu en amont qu'on fait avec les enseignants, c'est de définir est-ce que le podcast, finalement, parce qu'il y en a qui viennent nous voir, je veux faire du podcast. Mais en fait, est-ce que le podcast est le bon type de ressources adaptées en fonction des objectifs de l'enseignement. Et c'est ça qui est intéressant de travailler en amont, parce que parfois, il y en a qui viennent avec une idée de faire un podcast pour une raison X ou Y, ils ont entendu ou j'en sais rien. Et en fait, non, c'est peut-être plutôt une vidéo, ou peut-être plutôt justement un PDF ou complètement autre chose. Enfin voilà, on travaille tous ces aspects-là. Donc c'est intéressant de travailler dès le début un peu avec les enseignants. Et puis du coup, c'est intéressant de voir que le podcast pédagogique, il est vraiment pertinent, mais pour répondre à certains objectifs et pas à tous. Par exemple, le gros avantage du podcast, c'est la mobilité d'écoute. On l'écoute partout, à des temps qui sont complètement informels. Par exemple, quand je cuisine, ou il y en a qui c'est quand je fais du sport, ou des choses comme ça. Donc ça débloque des temps d'écoute qui sont beaucoup plus longs que la consultation d'une vidéo. Mais après, ça veut dire aussi qu'il faut être capable de faire du multitâche. C'est-à-dire que si on court, on ne va pas avoir une vidéo de cours hyper technique. À ce moment-là, ce qu'on vient écouter, c'est qu'on va chercher autre chose. On va chercher plutôt des témoignages, des interviews d'experts, des retours d'expérience. Donc, on peut apporter des choses en pédagogie à travers le podcast, mais il faut choisir sous quel angle on va attaquer le sujet, qu'est-ce qu'on va chercher dans son sujet. C'est des aspects-là, en fait, qu'on travaille avec les équipes pédagogiques. Donc après, parfois, on réalise nous-mêmes les podcasts. Parfois, c'est eux les plus à même de réaliser le support qu'on a défini ensemble en fonction des objectifs qu'ils ont, quoi. Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que je crois qu'on connaît tous ces situations où, qui sont presque des effets de mode, où tout le monde s'adresse à nous pour la réalisation d'un podcast. Et effectivement, c'est un phénomène de mode et c'est peut-être pas le choix le plus pertinent. Je crois qu'on est nombreux ici à connaître ça. Donc, justement, posséder cette double casquette te permet d'être une conseillère pertinente lors de l'écriture des scénarios et du découpage. Quel est le conseil que tu donnes le plus fréquemment à l'équipe pédagogique pour anticiper le travail qui va être fait en post-production, en réalisation, puis en post-production? C'est vraiment définir ses objectifs. L'idée, c'est vraiment de savoir où on veut aller. Et après, parce qu'en fait, on parle de podcast, mais podcast, il y a une panel de podcasts possibles, en fait. On part, il peut y avoir des témoignages de professionnels. Ça peut être intéressant. Là, typiquement, j'ai un exemple de projet qu'on a fait dans ce sens-là, où on a fait un podcast à destination des kinés sur la prévention de la violence. Donc, des violences conjugales. Comme les kinés, ils ont les patients pendant 30 minutes, c'est les plus à même de détecter, de prévenir. Mais une fois qu'on sait ça aussi, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pu détecter chez un patient des problématiques de violence, surtout des violences faites aux femmes. Donc du coup, des podcasts, là typiquement, c'était hyper pertinent parce qu'on a pu mettre sur une table ronde à se rencontrer des kinés, des psychologues, des associations qui accompagnent justement les personnes victimes de violences. Et ensemble, ils ont pu discuter et du coup former avec des exemples concrets que les kinés seront forcément amenés à rencontrer. Comment ils doivent réagir, la posture qu'ils doivent avoir, les réflexes à développer, comment détecter, enfin voilà, tout, puis comprendre le cycle de la violence. Ça, c'est des choses à travers justement le témoignage de professionnels. Pour cet exemple, c'était vraiment très, très pertinent. Mais pour un autre podcast, oui, par exemple, sur des étudiants aidants, là, ça va être complètement. Alors, c'est pas des professionnels, c'est-à-dire que là, l'objectif de ce podcast, ça va être de sensibiliser. Alors là, on travaille avec le SSE, le service de santé étudiante. Donc, l'idée, c'est vraiment des podcasts de sensibilisation. Plus, on est sur une thématique un peu, je dirais pas intime, mais quasiment. Là, par exemple, dans cet exemple-là, ce podcast qui est en train de se produire, il est en cours de production, celui-ci. L'idée, c'est de recueillir des témoignages d'étudiants qui sont aidants, donc qui ont une posture qui n'est pas évidente, c'est-à-dire qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui a un cancer ou une maladie quelconque, et du coup, ça impacte forcément leurs études parce qu'ils doivent se rendre disponibles sur le temps, et ça impacte même beaucoup plus au niveau charge mentale et tout ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très méconnu. Et du coup, l'idée, c'était de mettre en valeur cette problématique-là, que les étudiants savent aussi qu'ils peuvent avoir des aménagements, qu'ils se reconnaissent dans des pairs qui ont les mêmes problématiques. Du coup, là, le podcast, bingo. Parce que l'intérêt du podcast, c'est qu'on va vraiment très facilement dans l'intimité de la personne, en fait. Vu que, et ça c'est un truc, je l'ai vraiment expérimenté, il n'y a pas de caméra. Du coup, on n'est pas sur l'image qu'on doit donner et on peut plus facilement aller dans l'intime de la personne. La personne, elle se confie au bout d'un moment, le micro, mais au bout d'un moment, c'est quoi, au bout de 5-10 minutes, le micro, on l'oublie et on est sous forme conversationnelle avec la personne et on peut aller vraiment chercher un peu dans l'intimité les éléments saillants qui vont pouvoir servir à d'autres étudiants comme retour d'expérience. Donc ça, c'est intéressant d'aller chercher ces choses-là. Donc ça, c'est le format podcast qui le permet, que le format vidéo, ça peut fonctionner, mais sous forme de docu. Et le docu, il faut avoir, OK, pendant 1 an, je suis la personne avec la caméra pour qu'elle commence à s'habituer et avoir des choses et tout. Mais c'est un temps de production qui est beaucoup plus long avant d'avoir tout de suite quelque chose de qualitatif et beaucoup plus intime. Donc voilà, c'est ces avantages-là, vraiment le podcast. Et c'est là où c'est dans ce type de sujet où c'est vraiment intéressant de prendre ce format.
J'avais noté aussi un autre projet qu'on a fait, pareil, de sensibilisation sur l'éco-anxiété chez les étudiants. Donc des retours d'expérience d'enseignants qui ont fait des crises d'angoisse, d'éco-anxiété, enfin voilà, ou juste qui sont inquiets, en fait, voilà. Et du coup, on a pu, avec différentes solutions qu'ils ont trouvées, pareil, les pairs se reconnaissent, ça ressemble un peu c'est aussi un projet avec la SSE, au projet sur les étudiants aidants. Dans le type recueil du témoignage, parce que c'est quand même aussi beaucoup un peu l'intérêt du podcast. On en a fait donc une grosse série là qu'on est sortie, dont je parlais un peu tout à l'heure, sur les troubles du neurodéveloppement à l'université, donc tout ce qui est troubles du spectre autistique, TDA, donc troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, tout ce qui est dyscalculie, dysorthographie, dyslexie. Et du coup, on a pu avoir des étudiants qui témoignent comment ils en sont arrivés là, jusqu'à arriver à l'université. Quelles difficultés ils ont rencontrées, puis à l'université, quels sont les aménagements dont ils bénéficient, comment eux, est-ce qu'ils en parlent, est-ce qu'ils n'en parlent pas, comment est-ce qu'ils le vivent avec leurs pairs, quel jugement comment ils se sentent jugés ou pas, enfin, toutes les stratégies qu'ils mettent en place dans leurs études pour que ça puisse donner d'idées à d'autres, en fait, de voir les solutions à apporter. Bon, ça, c'est tout dans la politique de développement de l'inclusion à l'université. On a fait ce podcast dans ce cadre-là, et de sensibilisation. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres types de podcasts. Là, c'est rigolo. On est en train de faire Alors ça, c'est un peu une méta. Donc, c'est des étudiantes qui sont en thèse en médecine. Et donc, elles vont faire une thèse en podcast. Et leur thèse, ça va être d'analyser l'impact du podcast sur en gros, la période de thèse, c'est une période qui est assez angoissante pour les étudiants parce qu'en fait, ils ne l'ont jamais fait. Et du coup, c'est stressant de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et du coup, l'idée du podcast, ça va être d'aller chercher des témoignages de gens qui ont fait leur thèse et quelles méthodes ils ont utilisées, les différentes difficultés, tout ça. Et il y aura une cohorte d'étudiants qui va pouvoir avoir en écoute ces podcasts et l'autre qui ne l'aura pas. Et leur test, ça va être justement d'évaluer l'impact de l'écoute des podcasts sur sur le fait de la production de la thèse. Est-ce que ça s'est fait dans les meilleures conditions quand on a écouté le podcast ou pas, en fait? Ça, c'est intéressant parce que du coup, elles font un podcast pour faire en même temps une analyse. Enfin, bon, du coup, c'est un projet qui est assez rigolo. Donc là, on travaille avec les directeurs de thèse et directement avec les étudiantes. Et là, dans ce projet-là, typiquement, moi, je ne réalise pas. C'est vraiment les étudiantes qui vont réaliser. Mais nous, on est force de proposition sur l'écriture. De base, elles étaient parties sur un truc, OK, on va aller faire 5 podcasts, 5 méthodes différentes de techniques de thèse. Et puis, bon, on va aller interviewer l'étudiant A qui a fait sa thèse de telle façon, l'étudiant 2, la thèse de telle façon. Et puis, on discute de l'écriture, de comment elles veulent analyser les choses et tout. Puis finalement, d'elles-mêmes, elles se sont dit, mais en fait, on va faire plutôt un mode puzzle. On va plutôt prendre, OK, une problématique, la première partie, par exemple, définir son sujet, ce qui est stressant en début de thèse, ou trouver son directeur de thèse, par exemple. OK, ça va être le titre podcast 1, trouver son directeur de thèse, et puis ce sera en mode puzzle, il y aura le A, le B, le C qui vont témoigner dedans. Et pareil, B, et donc ça, cette phase d'écriture, on l'a fait ensemble, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, justement, d'avoir cette valeur ajoutée, quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question, j'ai un peu détaillé, peut-être. Non, mais c'était très très bien au contraire. Et puis je te remercie aussi d'avoir appuyé sur le côté authentique des témoignages sans caméra, parce que c'est particulièrement ce qui compte aussi pour les formations professionnelles, c'est-à-dire les témoignages professionnels ou les témoignages de situation, et puis naturellement aussi les enquêtes. L'absence de caméra, effectivement, rend plus authentique ces témoignages-là. Et à titre personnel, je suis très intéressé par les résultats de ta dernière expérience. Moi aussi, mais ce ne sera pas tout de suite, c'est en cours de réalisation, donc ce sera dans quasiment peut-être une petite année. Les étudiantes, elles se sont donc leur directeur de thèse, dans le cadre de la démarche, elle leur demande de faire une première séance d'entretien. Et donc là, en fait, en sociologie, c'est ce qu'ils font. Et enfin, là, c'est en médecine, mais du coup, et donc elles se sont dit, en fait, je vais faire un première interview de podcast pour tester. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans le podcast, c'est le côté animateur, en fait, de rebondir sur les questions au bon moment pour aller creuser, parce que Philippe, tu es en train de faire, d'aller creuser le sujet à ce moment-là, parce qu'en fait, une fois que c'est fait, la personne, elle est partie, on dit, j'aurais dû rebondir là, ça, j'ai pas su comment réagir. Et en fait, ce métier de journaliste, ça s'improvise pas comme ça. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que leur directeur de thèse, elle les a poussés à faire un premier test qui sera jeté, enfin, a priori, mais c'est pas grave. En fait, ça leur a été hyper utile. Elles sont revenues, mais complètement maintenant, elles savent où elles vont, elles savent comment le faire. Et parce qu'elles ont fait un premier truc en disant, en fait, mince, là, j'aurais dû réagir là, j'ai pas rebondi là. Et c'est un peu comme quand on fait des crêpes, quoi. La première, elle est ratée, en fait. Mais c'est OK, c'est normal de rater sa première crêpe, en fait. Il faut passer par là pour après en arriver à quelque chose de bien plus compétent, enfin, bien plus correct au niveau du résultat, quoi. Voilà qui ajoute un élément
à la production du podcast, c'est ce côté expérimental, donc c'est intéressant et ça ouvre des horizons également. Alors, lorsque tu es seulement réalisatrice audiovisuelle, là, c'est une question que nous posons très fréquemment parce qu'on a tous une opinion à peu près identique là-dessus. Et peut-être que la réponse à cette question est un peu l'alpha et l'oméga d'un support audiovisuel pédagogique réussi. Lorsque tu es seulement réalisatrice audiovisuelle, à quel moment de l'écriture du support penses-tu qu'il est préférable pour toi d'intervenir auprès de l'équipe pédagogique? À quel moment du développement et de l'écriture de ce projet dans sa phase pédagogique, tu penses que l'audiovisualiste doit intervenir, le réalisateur doit intervenir? Et bien là, alors à ICAP, nous, on travaille vraiment de concert avec les conseillers pédagogiques. C'est-à-dire que c'est eux ou les ingénieurs pédagogiques, suivant les projets, ça dépend, les deux peuvent faire de l'accompagnement. On est vraiment dès le début en amont sur la définition des objectifs, ça c'est eux qui le travaillent. Par contre, à partir du moment où on se pose la question d'une création de ressources, on est investi dans le projet. Parce que définir les objectifs, c'est vraiment la base, enfin c'est le démarrage en fait. Il faut qu'on soit là en amont tout de suite parce qu'on a l'expérience d'avoir, comment dire, on a testé plein de choses en fait, d'un point de vue technique sur est-ce que c'est une visite virtuelle, une vidéo, quel type de vidéo. J'en ai cité plein au début. Enfin ça peut être, il y a des milliards de façons d'écrire en fait. Même un podcast, là il y a encore des formats de podcast dont on n'a pas parlé, mais il y a encore plein d'autres façons de raconter des histoires en audio, en fait, d'amener le spectateur avec nous. Et donc, du coup, le spectateur, l'étudiant qui a envie d'apprendre, et puis ça dépend le contexte. Enfin, du coup, il faut vraiment être là dès le début en amont. Il n'y a pas de secret, même alors qu'on soit en réalisation ou qu'on soit juste en accompagnement à la réalisation. Ouais, c'est vraiment. En fait, ça permet d'assurer que la ressource qui va être produite réponde bien aux objectifs qui sont fixés par l'enseignant. Parce que si on déploie d'une énergie considérable pour un truc qui tape à côté, c'est quand même dommage. Même si le truc est très bien, hein, mais si ça ne répond pas aux objectifs de faire réfléchir l'étudiant dans le bon sens, parce qu'en fait, il aurait fallu écrire la chose différemment pour le faire travailler ces aspects-là, c'est quand même dommage de passer à côté, quoi. C'est un peu l'utilisation d'un autre format, d'un autre niveau d'écriture, qui est l'écriture filmique, dont les audiovisualistes connaissent l'impact en général sur un spectateur, un apprenant, etc. D'où l'intérêt, effectivement, d'entrer assez tôt dans l'écriture du projet. Alors, on va passer à quelque chose de plus terre-à-terre, de plus pratique, mais qui est la phase numéro 2 après l'écriture. C'est quels sont pour toi les équipements que tu utilises dans la production de tes podcasts et quels seraient les équipements de base à conseiller pour débuter dans la production de podcasts audio? Voilà, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent maintenant et qui vont nous écouter plus tard et qui sont amenées à réaliser pour la première fois un podcast audio et qui souhaitent savoir comment s'équiper. Comment s'équiper? Alors nous, on a la chance à ICAP parce qu'on a un studio vidéo un peu couteau suisse qu'on aménage en studio podcast quand il y a besoin parce qu'il y a une isolation phonique. Donc la première chose, hein, c'est veiller l'environnement acoustique dans lequel on va faire le tournage, évidemment. Après, d'un point de vue équipement, je vais vous décrire ce qu'on a nous. Après, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut. Faut pas attendre d'avoir cet équipement-là pour commencer à faire du podcast, parce que c'est pas des gros budgets, mais quand même, nous on tourne avec donc c'est la Zoom P8 c'est une table de mixage qui s'appelle la P8 de Zoom. Ça nous permet d'avoir 6 entrées de micro différents, et puis on peut aussi enregistrer le son d'un smartphone. Donc ça, c'est hyper pratique pour les interviews faites à distance. On peut lancer des jingles s'il y a besoin, mais bon, là, c'est quand on part sur de la post-prod, c'est pas ce qu'on fait le plus. Mais si on est plutôt dans une type émission radio, on peut tout à fait faire ça. Et puis, on a des retours au casque. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une petite table de mixage prise en main, grand public, j'allais dire. Nous, on prend 10 minutes, un quart d'heure. On accompagne les enseignants pendant 10 minutes, un quart d'heure de prise en main, même pas 5 minutes, de la tablette de mixage. Et en fait, après, ils l'utilisent en autonomie. Donc, elle est très simple en utilisation. Donc, c'est la P8 de Zoom. Et avec ça, on a jusqu'à 5 micros. J'ai noté, c'est les Procaster de Rode. On les a avec un système de fixation, une bonnette pour les PLB, et puis un pied pour que ce soit bien stable et qu'il n'y ait pas quand on tape sur la table, ça ne rapporte pas la vibration de la table dans le micro. Voilà, donc on en a 5. Après, les tables rondes à 5, on en a fait quelques-unes, mais ce n'est pas ce qu'on fait le plus fréquemment. Mais voilà, nous, on peut aller jusqu'à 5 personnes autour d'une table. Après, ce qu'on propose aussi dans les ateliers, c'est on peut aussi prendre un micro Procaster dont je viens de parler avec un enregistreur externe Zoom, c'est un dictaphone en gros. Moi je préconise le Zoom H5 parce que c'est la version pro et puis il y a des entrées en XLR, donc c'est des câbles audiovisualistes broadcast qui sont blindés en fait, donc ça évite les interférences. Après on peut partir sur du mini jack aussi et prendre une gamme un peu moins élevée, mais bon, et voilà, c'est un peu moins qualité, c'est un peu moins durable dans le temps, mais ça fonctionne aussi. Ça, c'est plus en mode portatif. Avec ça, l'avantage de ces micros, c'est qu'on est vraiment sur une qualité, un rapport qualité-prix qui est vraiment très, très bon.
Après, concrètement, la dernière fois, moi, il y a des étudiants qui sont passés, parce que c'est des étudiants en tutorat en médecine, qui veulent faire des retours d'expérience de tuteurs sur des sujets, enfin faire des petits podcasts, des petites capsules courtes de contenu. Donc, en gros, elles ont besoin de pouvoir filmer un peu tout le temps. Donc, elles n'aient pas à venir nous emprunter le matos tout le temps, parce que c'est du matos. Bon, après, il y a une gestion de parc matériel d'emprunt. C'est un peu compliqué à gérer. Tout ça, on le fait pas trop. Donc, en fait, je leur ai dit, mais avec un Smart Lav Plus de Rode, donc c'est des petits micro-cravates qu'on peut brancher. Nous, maintenant, alors, bon, nous, on était en mini jack, mais maintenant, ils les font directement en USB-C. Donc, il y a Sennheiser qui fait ça, il y a Rode, enfin, il y en a plusieurs marques. Et ben, alors, c'est filaire, hein, mais de toute façon, on ne filme pas, donc on s'en moque d'avoir un fil. Évidemment, c'est des micros qui coûtent 60 euros, 40, 60 euros. Hein. Et vraiment, niveau qualité, on est sur un truc vraiment correct. Et l'avantage, c'est pour quelqu'un qui veut le faire avec son smartphone, la prise de son, ben, il l'a directement dans la poche, j'allais dire. Donc, c'est hyper pratique. Je préconiserais quand même de ne pas partir sur le micro du smartphone, mais plutôt vraiment d'aller chercher quand même au moins un Smart Lav Plus, quoi, pour au moins récupérer un micro lavalier pour récupérer le son, voilà, qu'on place à la distance environ 10 cm de la bouche, avec toujours la bonnette qui est séparée du vêtement pour éviter les frottements. Voilà, des 3 petits tips comme ça, mais une fois qu'on a ces tips-là, c'est rien de bien compliqué, et franchement, on a un grand gap au niveau qualité de la prise de son, quoi. Et après, nous, là, on a en commande, mais je n'ai pas encore pu tester. On a commandé les DJI Mic et les wireless de Rode. C'est pareil, c'est le même système, 2 petits micro-cravates et sans fil, cette fois. Bon, c'est parce qu'on a aussi des ateliers filmés avec un smartphone, donc on a aussi un usage en vidéo. Mais bon, a priori, ils sont assez qualitatifs aussi, sur des budgets qui sont quand même, c'est une petite centaine d'euros, donc c'est pas non plus les 100 et des 1000. Et puis, il faut un casque aussi, bien sûr, il faut penser au casque. L'idéal, c'est d'avoir un casque fermé pour pouvoir bien entendre ce que dit l'intervenant au moment de la prise de son. Mais voilà, après un petit casque. Et au niveau logiciel de montage, Joli, bien. je voyais ta tête. Logiciel de montage, alors moi je fais tout sur la suite Adobe, mais ce qu'on préconise pour les enseignants, c'est le logiciel Reaper. En fait, c'est une formatrice de France Inter qui est venue nous former au podcast qui nous a parlé de ce logiciel. C'est un logiciel qui est payant. Mais il faut savoir que la version gratuite est illimitée, en fait. C'est-à-dire que la version d'évaluation, je ne veux dire pas la version gratuite, la version d'évaluation, à partir du moment où on l'enclenche, en fait, elle ne s'arrête jamais. Et quasiment tous les professionnels de l'audiovisuel utilisent Reaper. Et moi, ça fait 3 ans que je l'ai installé, j'ai aucun problème, ça n'a jamais sauté la version d'évaluation. Et pour le coup, alors, en fait, c'est l'équivalent d'Audacity, hein, qui est un logiciel libre. C'est juste qu'au niveau ergonomie, on est sur quelque chose de beaucoup plus sympathique et il y a les petites poignées pour tirer. Enfin, on est un peu plus sur un truc un peu plus sympathique à utiliser, plus ergonomique. Mais après, ceux qui sont sur Audacity, ça fait la même chose, hein, ça fait le job pareil. C'est l'équivalent. C'est vrai que si on doit résumer, très souvent, Reaper, depuis la démocratisation de la production son, notamment par le podcast, est la référence. Ouais. Ton podcast est donc enregistré, réalisé, écrit, monté, puis validé. Par qui le faire héberger et quels sont les circuits de diffusion de celui-ci? C'est une très bonne question. Alors nous, en fait, à Lyon 1, on n'a pas. Alors on travaille avec Ubicast pour la plateforme vidéo, mais Ubicast répondait pas intégralement à nos besoins par rapport à la diffusion de podcasts. Parce qu'on ne peut pas publier une fois sur Ubicast et puis après ça synchronise automatiquement sur toutes les plateformes de diffusion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait notre serveur de podcasting à Lyon 1. Donc on a utilisé une plateforme qui est une solution libre, gratuite et open source qui s'appelle Castopod. Donc c'est un logiciel qu'on a développé sur nos serveurs en fait. Donc ça nous fait une plateforme d'hébergement pour les podcasts. Donc c'est-à-dire qu'ils sont hébergés à Lyon 1. On prend le MPK, le MP3 ou le Wave, on va le glisser sur le Castopod. On rentre toutes les métadonnées. Et en fait, après 2 castopods, là, il y a un lien et on peut le diffuser sur les plateformes de diffusion. Donc, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Music, tout ça. Donc, du coup, ça se fait en 2 étapes. On héberge sur Lyon 1, donc on est RGPD, les données restent Lyon 1. Et après, c'est uniquement diffusé, donc le lien, il est envoyé sur Spotify. Et le gros avantage, c'est qu'on a fait une faute d'orthographe ou quoi que ce soit, on change sur Castopod et ça change tout seul sur toutes les plateformes, en fait. Et puis pareil, on peut planifier sur Castopod, on upload les 15 épisodes et puis on programme une diffusion toutes les semaines ou comme ça, on peut complètement planifier la diffusion. Et puis après, à chaque fois, ça envoie automatiquement à toutes les plateformes de diffusion au fur et à mesure, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la solution qu'on a trouvée et qui fonctionne quand même globalement bien. Après, le bémol, c'est que c'est pas en autonomie pour les enseignants parce que ça demande quand même un petit champ de métadonnées, une autre prise en main, alors que nous, ça s'appelle MyVideo, la plateforme, le serveur vidéo qu'on a à Lyon 1, il est complètement intégré à Moodle, donc les enseignants, ils savent même pas qu'il y a un serveur vidéo derrière, tout est dans Moodle. Pour le coup, s'ils veulent diffuser, alors là encore, s'ils veulent diffuser auprès du grand public, parce que pour le coup,
un enseignant qui a fait un podcast pédagogique qui veut le diffuser à sa cohorte d'étudiants, il utilise Moodle, il le pose sur MyVideo, donc nous, notre serveur, et c'est transparent. Et là, il n'y a pas l'idée d'aller diffuser sur les plateformes de diffusion. Il n'y a pas besoin, il va directement l'écouter depuis Moodle, en fait. À ce moment-là, il n'y a pas de sujet de diffusion. Mais s'il y a un sujet de diffusion, du coup, il y a, on utilise Castopod. Alors, est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu as quel feedback, on va dire, sur tes podcasts tu peux bénéficier de la part et des apprenants et des enseignants avec qui tu travailles? Est-ce que d'ailleurs ces retours t'ont un petit peu influencé pour modifier ta façon de travailler Mm. Il y a un podcast qu'on a fait il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans. C'est des étudiants qui avaient fait une visite. Alors, on appelle ça podcast, mais enfin, c'est des fichiers audio en fait, qui ont fait une visite. Donc, c'est des étudiants en pharmacie qui ont fait une visite du jardin botanique de l'université avec sous forme de QR code. Et donc, à chaque fois qu'on scanne le QR, qu'on arrive devant une plante, on scanne le QR code et donc il y a toutes des informations pharmaceutiques sur la plante, sur l'utilisation médicinale, des choses comme ça. Et ce qui était intéressant de voir avec le retour de ces étudiants, c'était donc on a fait le projet avec eux, c'est eux qui ont tout réalisé. Nous, on a juste fait en gros la diffusion et la transformation QR code de leur fichier audio. Et c'était intéressant de voir avec eux quand ils ont découvert qu'on existait, parce qu'ils l'ont su un peu à la fin du projet finalement pour la partie diffusion, et ben ils ont regretté qu'on ne soit pas avec eux au début en fait, parce que du coup on aurait pu travailler avec eux l'écriture, ce qui n'a pas été fait, et du coup c'est vrai que les fichiers étaient un peu longs, on aurait pu créer un peu différemment, faire un parcours un peu plus pédagogique au niveau des défoulements, pas juste consultatif. Enfin, voilà, il y avait des choses à travailler avec eux. Donc ça, voilà, c'était un retour intéressant des étudiants parce que du coup, au final, ils se sont dit, ah bah zut, on est un peu passé à côté. Voilà, du coup, c'était intéressant comme retour. sur les formations éventuellement, tu as eu des retours aussi Ouais, tout à fait. Bah, du coup, alors là, c'était pas vraiment dans le cadre d'une formation, mais celui sur l'éco-anxiété, on a eu des bons retours avec des bonnes stats en fait. C'est les stats après qui nous permettent de savoir un peu si ça fonctionne ou pas. Un peu le critère pour nous, c'est que les podcasts sont écoutés jusqu'au bout en fait. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'on est quand même sur des formats, là, c'est des témoignages de 20-25 minutes. Donc on va se dire, en fait, qui va prendre, enfin, les étudiants, ils vont pas prendre 25 minutes pour travailler là. Et en fait, c'est limite, c'est pas assez long. Alors 20 minutes pour un témoignage étudiant, moi, je pense que c'est le bon format. Mais en tout cas, tant qu'on apprend des choses, on écoute. Et on voit que les podcasts, dans les statistiques, ça le montre, ils sont écoutés jusqu'au bout. Voire, il y en a 2-3 par profil d'auditeur. Enfin, voilà. Donc, on voit que non seulement il y en a un, mais il y en a 2 ou 3. Donc, du coup, ça veut dire que c'est OK pour les gens d'avoir un format long sur le format podcast, en fait. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est des formats, on va pouvoir aller creuser des sujets, quoi. Tant que l'auditeur, il apprend, eh ben, c'est OK, quoi. Il continue à écouter. Et souvent, vous savez, si on a un trajet en voiture de 40 minutes, finalement, moi, je préfère un podcast de 40 minutes qu'un podcast de 25 minutes. Parce que je me dis, j'apprends encore plus de trucs. De toute façon, j'ai 40 minutes de trajet, autant tout occuper, quoi. Donc voilà, ces temps-là, en fait, ils existent, quoi. Donc voilà, l'intérêt du podcast, c'est d'aller combler ça. Le retour sur le podcast sur les préventions des violences dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était intéressant de nous faire. Les étudiants nous ont fait à l'évaluation de l'enseignement. Un des retours qui a été fait, c'est qu'il y avait donc dans la scénarisation pédagogique de cet enseignement, évidemment, il y avait la consultation des podcasts, il y avait pas mal d'exemples, donc des choses assez un peu violentes à écouter. Et à chaque fois, les podcasts étaient suivis de temps en présentiel pour débriefer avec les enseignants, avec les étudiants. Donc les enseignants avaient des temps pour débriefer après les podcasts. Donc il y avait un QCM, ça s'il avait bien entendu, écouter, enfin voilà, voir que tout était bien. Et après en temps présentiel, le temps était pris pour revenir sur ces écoutes-là. Et ça, il y a eu un très bon retour de ces temps-là de la part des étudiants. Parce qu'en fait, c'est quand même des thématiques qui sont assez difficiles, quoi, en fait. Et puis, il faut savoir que sur une cohorte de 200 étudiants, il y en a forcément qui ont été victimes de violences. En fait, c'est statistique. Donc, évidemment, il faut traiter aussi ces sujets-là. Donc, c'est-à-dire que, enfin, traiter, pas forcément dans le temps de regroupement, mais au moins qu'il y a des paroles, enfin, voilà, qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature comme ça. Et donc, du coup, ces temps de regroupement ont été vraiment très, très bien appréciés de la part des étudiants. Donc, voilà, c'est un retour intéressant qu'on a eu. Il y a eu aussi un retour comme quoi, là c'était uniquement sous forme de table ronde. Des tables rondes, on n'était pas sur 20 minutes, on était plutôt sur 30-40 minutes et il y avait 5 tables rondes. Là, les étudiants ont dit que c'était un peu long. Et à mon avis, ils avaient raison, c'était un peu long. Mais on aurait pu faire plus simple. Enfin, après, voilà, là, moi, j'avais pas fait. Enfin, je dis pas, l'écriture, elle n'avait pas été pensée de façon synthétique. Disons qu'il y avait beaucoup d'experts autour de la table et peut-être ça aurait pu être plus guidé sur le fait de donner vraiment des exemples. Parce qu'en fait, l'intérêt du podcast, vu qu'il n'y a pas d'image, il faut partir dans la description audio, il faut raconter, il faut aller chercher les exemples, les anecdotes, c'est ça qui va être intéressant. Ce qu'on a en vidéo, on va montrer. Donc, ce que montre l'image, on ne va pas le raconter, sauf qu'en audio, il faut aller raconter. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça qui devient intéressant quand on écoute un podcast. C'est de s'imaginer ce que la personne est en train de raconter. Et donc, il faut donner faut glisser plein de bonbons, j'allais dire, pour capter l'auditeur et pour que ça se révèle à lui et qu'il ait envie d'écouter la suite et qu'il retienne surtout, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on va retenir à la fin des 40 minutes? C'est des exemples qu'on a écoutés.
pendant le podcast, en fait. C'est l'histoire de la recette des crêpes, c'est l'histoire de... Enfin voilà, c'est ça qu'on va retenir, en fait, du podcast. Et c'est pour ça que les bonbons, il faut en donner plein au moment de l'écoute. Et c'est vrai que là, le format, pour le coup, était un peu long et peut-être pas assez illustré. Ça m'a permis de travailler les autres avec plus d'illustrations. C'est vraiment très important d'avoir des retours pour effectivement avancer et offrir le support le plus intéressant et le plus adapté. En conclusion, c'est pratiquement une synthèse de tout ce qu'on vient de dire, en te basant sur une expérience quand même assez forte, hein, d'après ce que tu viens de nous dire. Pour toi, le podcast audio est-il un support pédagogique pertinent? Alors, tu l'as dit, pas dans toutes les circonstances, mais tout de même assez souvent. Et quel avenir peut-il avoir dans la formation, particulièrement, on va dire, en formation continue, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu, dans le cadre de Digital FCU, c'est un peu ce qui nous importe aussi. Et d'autant plus que tu fais de l'expérimental aussi dans le domaine, donc tu vas avoir un retour pertinent là-dessus. Oui, je pense que c'est vraiment un support qui est très, en effet, très adapté à la pédagogie. Alors encore une fois, l'important, c'est de définir les objectifs, hein, c'est ce qu'on s'est dit, et du coup de voir le format de podcast adapté. Quelle écriture je fais de mon podcast? Est-ce que je fais un reportage? Est-ce que je fais des interviews? Est-ce que je fais des capsules aussi sur des sujets? Ça peut être des formats très courts, des points audio sur certains sujets. En fait, à un moment, si on veut être plus inclusif, clairement, il faut diversifier les formats de toutes les façons. Donc il faut de l'audio, il faut de la vidéo, faut qu'en fait tous nos publics étudiants ils puissent se retrouver dans tous les formats qu'on propose en fait. Peut-être qu'il y en a certains à qui ça va pas correspondre le podcast, mais ça va correspondre à d'autres. Et du coup, en fait, l'idéal dans un monde absolu, il faudrait que pour chaque fois il y ait toutes les ressources, vidéo, audio, dans un monde parfait évidemment, on va pas, c'est pas forcément, mais si on tend vers, et donc le podcast a vraiment sa place. Il y a ça. Et en même temps, il y a un aspect vraiment très intéressant du podcast et qu'on a de plus en plus, c'est qu'en fait, faire des podcasts, c'est très intéressant aussi pour les apprenants. Et en fait, c'est quelque part, de mon point de vue, en retour d'expérience, c'est plus simple de faire des podcasts que de faire des vidéos. Parce qu'en faire des vidéos aux étudiants, c'est très chronophage en fait. Ça leur demande quand même beaucoup plus de temps que de faire un audio en fait. Et du coup, ça a cet avantage-là pour pouvoir faire changer de posture les apprenants et les mettre en posture d'activité, voilà, d'action. Et du coup, faire réaliser un audio, c'est quelque chose qui leur permet de développer plein de compétences. Techniquement, c'est quand même un peu moins compliqué qu'une vidéo. Il y a beaucoup moins de choses à maîtriser. Il n'y a pas les échelles de plan, la notion de découpage technique, tout ça. Il y a la notion d'écriture, bien sûr. On est sur quelque chose de quand même plus simple à réaliser techniquement, parce qu'il n'y a qu'un micro, il n'y a pas la caméra, enfin voilà, pour tout un tas de choses. Et du coup, c'est forcément beaucoup moins long. Et là, on a de plus en plus en master, par exemple, on a de plus en plus de demandes d'enseignants, d'accompagnement. Donc, les étudiants, ils viennent nous voir parce qu'en fait, on leur dit, en fait, avant, vous proposez de faire juste un rendu en poster pour expliquer votre sujet de recherche. Et en fait, maintenant, on vous demande, vous avez le choix. Vous pouvez faire soit le poster, soit le podcast. Parce qu'en fait, typiquement dans la revue Nature, par exemple, maintenant, quand les articles sont publiés, ils sont en version écrite et ils sont aussi version audio. Et en fait, travailler l'audio d'un article pour le présenter peut-être un peu différemment que juste la lecture de l'audio, c'est une compétence qu'on aimerait bien développer chez les étudiants en master. Donc en fait, la réalisation de podcast, ça répond aussi à ça. Donc en fait, il y a aussi cette fait de faire des podcasts aux étudiants. Je pense que c'est quelque chose qui se généralise. Enfin, nous, depuis 2 ans, là, on en voit vraiment plus, on a de plus en plus de projets autour d'étudiants qui réalisent des podcasts dans le cadre de leur enseignement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est amené à se développer, je pense. Mais comme tu l'as souligné, et c'est important en pédagogie, en formation, il y a le côté extrêmement immersif d'être plongé dans un son, dans une voix, et comme tu le dis, par l'imagination, de se projeter dans le discours, dans le message qui est donné. Ça, c'est fortement à souligner. Play, pause, learn. Le podcast Digital FCU qui informe sur nos façons d'apprendre par et avec l'image. Retrouvez l'ensemble des podcasts Play, Pause and Learn sur la page YouTube d'Anstia et de FunMOOC. Play, pause, learn. Des voix, des images, des idées. Le podcast qui questionne la vidéo comme outil d'apprentissage.